5 mai 1945. Autriche. Un camp de l'enfer caché est découvert. Les prisonniers sont forcés de porter d'énormes pierres en haut de ce qu'on appelle les marches de la mort. Arrivés en haut, trop faibles pour continuer, ils sont poussés du haut de la falaise. C'était Mototozan, et ce n'était pas le seul. Partout en Europe, des camps comme Gross-Rosen, Ravensbrück et Neuengamme transformaient la faim, la maladie et le travail sans fin. En exécution au ralenti. Vous connaissez Auschwitz, vous avez peut-être entendu parler de Treblinka, mais ces lieux d'extermination oubliés étaient tout aussi cruels, tout aussi terrifiants, et l'histoire a failli les effacer. Ce documentaire révèle les camps de la mort nazie les plus horribles dont vous n'avez jamais entendu parler, ainsi que le silence qui les a maintenus dans l'ombre. Le paradoxe qui anime cette histoire est saisissant. Comment des centres d'extermination entiers, où des dizaines de milliers de personnes ont péri, ont-ils pu rester dans l'obscurité? Pourquoi certains noms dominent-ils la mémoire, tandis que d'autres sombrent dans l'oubli? Pour répondre à cette question, nous allons reconstituer la façon dont ces camps ont été construits, qui les dirigeait, comment l'idéologie s'est heurtée à la nécessité militaire, puis suivre le silence gênant après 1945, lorsque la mémoire elle-même est devenue un territoire disputé. Notre histoire ne commence pas par la fin, mais par l'Anschluss de l'Autriche. En 1938, et par une carrière de pierre destinée à devenir un théâtre d'anéantissement. Juillet 1938, Autriche. À peine 4 mois après que les armées d'Hitler ont franchi la frontière autrichienne, la construction a commencé à l'extérieur du paisible bourg de Mototozan, perché au-dessus du Danube. Pour les villageois, les camions et les échafaudages semblaient annoncer le début d'un site industriel. Pour la SS, c'était un plan d'anéantissement. L'emplacement a été choisi délibérément. Ici, d'immenses carrières de granit fournissaient la pierre pour la vision de Germania d'Albert Speer, la capitale monumentale dont Hitler rêvait, censée survivre au Reich lui-même. Les prisonniers devaient fournir la main-d'œuvre. S'ils mouraient, le système appelait cela de l'efficacité. Dès le début, Mototozan a été classé STUF 3, la catégorie la plus dure des camps SS. Dans un jargon bureaucratique glaçant, cela signifiait « Rückkehr unerwünscht », retour non souhaité. Dachau était de niveau 1, Buchenwald de niveau 2. Mototozan, seul, se trouvait au niveau 3, non pas un lieu de rééducation, mais de destruction calculée. La conception du camp reflétait cet objectif. Entouré de solides murs et de tours en granit, il ressemblait à une forteresse médiévale. À l'intérieur, des rangées de baraquements en bois s'étendaient le long de chemins boueux. Au centre, la carrière dominait, son escalier plongeant profondément dans la pierre. Les prisonniers transportaient des blocs en gravissant les marches de la mort, 186 marches irrégulières qui mordaient les pieds nus. Les gardiens forçaient les prisonniers à faire des courses. Un faux pas pouvait entraîner les autres dans sa chute. Parfois, ils organisaient des concours sadiques, comme celui de porter la pierre la plus lourde. Les perdants étaient précipités du haut de la falaise que les SS avaient surnommé la Fallschirmspringerwand, le mur du parachutiste. Au début, les prisonniers étaient des Autrichiens, des communistes, des socialistes, des syndicalistes et des intellectuels qui s'étaient opposés au régime nazi. Ils furent bientôt rejoints par des Allemands étiquetés comme criminels ou asociaux. En 1939, des convois amenèrent des républicains espagnols. Des survivants de la guerre civile qui avaient fui Franco pour être finalement capturés en France et livrés à la Gestapo. En 1940, des Juifs, des Roms, des homosexuels, des témoins de Jéhovah et finalement des prisonniers de guerre soviétiques remplirent les baraquements. Un prisonnier espagnol se souviendra plus tard, dans une lettre passée en contrebande, « Nous avons combattu Franco, nous avons fui à travers les Pyrénées, nous pensions avoir échappé, maintenant nous bâtissons des pierres pour Hitler. » La carrière nous dévore aussi sûrement que les balles. Le commandant du camp était Franz Siret, un homme d'affaires athée qui avait trouvé sa place dans les rangs de la SS. Trapu et peu sûr de lui, il compensait par la cruauté. Ses discours se terminaient par un mensonge.
Arbeit ist der einzige Weg zur Freiheit. Le travail est le seul chemin vers la liberté. Dans le chapitre 3, le travail était la voie de la mort. En 1940, le système s'est étendu. Des sous-camps ont surgi à travers la campagne. Busan 1, 2 et 3. Leur objectif était de creuser des tunnels dans les collines pour y construire des usines d'armes souterraines. Les prisonniers travaillaient dans la poussière étouffante et l'obscurité. Les effondrements étaient monnaie courante. Les taux de mortalité étaient si élevés que les entreprises allemandes réclamaient sans cesse de nouveaux convois pour maintenir la production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Gusan seulement, des dizaines de milliers de personnes sont mortes. À Gusan 2, ouvert en 1944, l'espérance de vie des nouveaux arrivants se comptait en semaines. Un journal intime avait été retrouvé plus tard à Mototozan. Il témoignait de l'absurdité de la situation. Nous avons construit des moteurs avec des mains qui tremblaient. Les pièces sont tombées. Ils se sont brisés. Ils nous ont battus parce que nous les avions cassés. Ils ont apporté de nouvelles pièces et nous les avons encore cassées. Non pas par choix, mais parce que nos mains n'obéissaient plus. Mototozan n'était pas un cas unique. Dans toute l'Europe occupée, un réseau de camps a émergé selon le même principe. Annihilation par le travail. Gross-Rosen, 1940. Situé en Basse-Silésie, il a commencé comme un satellite de Sachsenhausen avant de devenir un camp indépendant. En son cœur se trouvait une autre carrière de granit. Les prisonniers travaillaient sans gants ni bottes, leurs mains s'ouvraient sur la pierre tandis que les engelures dévoraient leurs doigts en hiver. Les gardes les ont conduits jusqu'à l'effondrement, puis les ont remplacés par de nouveaux transports. En 1944, Gross-Rosen contrôlait près de 100 sous-camps, fournissant du travail forcé aux filatures, usines d'armement et usines chimiques. Un survivant polonais a écrit après la guerre. Il nous disait que la pierre était éternelle. Nous ne l'étions pas. La pierre nous a tous survécu. Ravensbrück, 1939. Le seul grand camp construit spécifiquement pour les femmes. Situé à 90 km au nord de Berlin, il s'est étendu d'un seul complexe à un vaste système qui a accueilli plus de 130 000 femmes pendant la guerre. Les prisonnières comprenaient des résistantes polonaises, des partisanes françaises, des juifs déportés après l'insurrection du ghetto de Varsovie et même des enfants. Elles travaillaient dans des ateliers de confection, fabriquant des uniformes et des parachutes pour la Wehrmacht. Certaines ont été soumises à des expériences médicales, infections délibérées, grèves osseuses, essais de médicaments. D'autres ont été stérilisées. Au début de 1945, alors que le nombre de détenus dépassait la capacité du camp, les SS ont installé une chambre à gaz près du crématorium. Neuengamme, 1938. Près de Hambourg, il exploitait des carrières d'argile pour la production de briques. Himmler rêvait d'utiliser ces briques pour reconstruire Hambourg en une ville modèle nazie. Plus tard, Neuengamme s'est étendu à plus de 80 camps annexes, forçant les prisonniers à construire des abris pour sous-marins, des pièces de fusées V2 et des armements. À la fin de la guerre, plus de 40 000 personnes y étaient mortes. Chacun de ces camps était mortel à sa manière, mais ils étaient aussi délibérément moins visibles qu'Auschwitz. Aucun site unique ne portait le même poids symbolique. À la place, ils formaient un réseau de morts cachés à la vue de tous, liés aux économies et industries locales. Le paradoxe était évident. Hitler rêvait d'un empire et de villes monumentales. Pourtant, leur main-d'œuvre était dévorée plus vite qu'elle ne pouvait produire. Les ingénieurs de Messerschmitt se plaignaient amèrement que des ouvriers affamés ne pouvaient pas assembler des avions fiables. Siemens a demandé de meilleures rations pour maintenir la production. Les SS les ont ignorés. L'idéologie. Le désir de détruire des ennemis considérés comme sous-humains l'emportait sur la logique. Pendant ce temps, le monde extérieur n'entendait que des fragments. En 1941, la résistance polonaise a rapporté que Mototozan était un Vernichtungslager, un camp de destruction. En 1942,
Des diplomates suédois ont reçu des témoignages sur les expériences menées à Ravensbrück, mais les responsables alliés rejetaient souvent ces rapports comme exagérés ou non confirmés. Les SS, de leur côté, pensaient que le secret les protégerait. Himmler déclara en 1940 « Le monde n'a jamais besoin de savoir ce qui se passe ici ». Mais le secret ne pouvait pas contenir l'ampleur des faits. À mesure que la guerre s'étendait, le système des camps s'élargissait lui aussi. En 1941, avec l'opération Barbarossa, des millions de prisonniers soviétiques affluèrent dans le Reich. Des camps comme Mauthausen, Gross-Rosen et Ravensbrück étaient submergés par cet afflux. Leurs murs ne pouvaient contenir cette marée humaine. Et ainsi, le système s'est intensifié. Les rations de famine ont diminué, les baraquements débordaient, les heures de travail s'étiraient jusque tard dans la nuit. La mortalité augmentait si vite que les SS enregistraient les décès non pas par nom, mais par des bâtons de comptage. Durant cet été 1941, la logique de l'anéantissement s'est durcie. Les camps, autrefois instruments de répression, sont devenus des machines d'extermination. Le réseau oublié était désormais pleinement opérationnel, et son prochain chapitre allait s'écrire dans le sang, alors que le front de l'Est livrait des millions d'autres à sa merci. Le 22 juin 1941. À l'aube, la Wehrmacht a franchi la frontière de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa avait commencé. En quelques jours, des armées soviétiques entières se sont effondrées. Des files de prisonniers, émaciés, épuisés, pieds nus, s'étendaient le long des routes. À la fin de 1941, plus de 3 millions de soldats de l'armée rouge étaient aux mains des Allemands. Mais pour Hitler, ces hommes n'étaient pas des soldats. Ils étaient sous-humains. Ils ne méritaient pas la protection de la Convention de Genève. Ils étaient, selon les mots du général Feldmarschall Wilhelm Keitel, des bêtes bolcheviques. La question s'est alors posée, que faire d'eux? Pour les dirigeants nazis, la réponse était claire. Ils seraient utilisés et détruits dans les camps. Mauthausen, automne 1941. Les transports arrivaient presque quotidiennement. Des trains bondés de prisonniers soviétiques entraient en gare. Les survivants se souvenaient être descendus dans un autre monde. Une forteresse de granit, une carrière béante en contrebas, des gardes aboyant dans une langue que beaucoup ne comprenaient pas. Les nouveaux venus étaient entassés dans des baraquements déjà surpeuplés. Des paillasses prévues pour une personne étaient partagées à 5. La faim s'est fait sentir immédiatement. La ration standard, quelques centaines de grammes de pain, une soupe claire et du café de substitution. Pour des hommes habitués aux rations du front, la famine s'est installée rapidement. En quelques semaines, des milliers étaient morts. Certains s'effondraient sur les marches de la carrière. D'autres gelaient pendant l'appel, forcés de rester debout des heures durant dans des uniformes légers, la neige trempant leurs pieds. Un prisonnier soviétique, qui s'est ensuite évadé, se souvenait « Nous pensions que la captivité signifiait la survie. » Mais le camp était pire que le champ de bataille. Au moins, au front, un homme pouvait mourir une arme à la main. Gross-Rosen, hiver 1941. Ici, l'afflux fut encore plus catastrophique. La carrière devint un cimetière. Les gardiens forçaient les prisonniers de guerre soviétiques à tailler la pierre à main nue. Les températures chutaient en dessous de zéro. La plupart n'avaient ni manteau, ni gants, ni chaussures. Un rapport SS de décembre 1941 indiquait, avec un détachement bureaucratique, sur 10 000 Russes reçus, moins de 2 000 étaient encore capables de travailler. Cette phrase, capable de travailler, est devenue la seule mesure de la vie. Les autres furent jetés, abattus au bord de la carrière et laissés mourir de froid. Les prisonniers ont donné à Gross-Rosen une réputation dans toute la Pologne occupée. Être envoyé là-bas était considéré comme une condamnation à mort. Ravensbrück, 1941. Bien que ce fût un camp de femmes, le déluge atteignit également cet endroit. Des femmes soviétiques capturées lors de la guerre des partisans, des résistantes polonaises et des femmes juives issues de familles déportées remplissaient les baraquements. Leur tâche était différente.
coudre des uniformes, tisser des textiles, fabriquer des parachutes. Mais la logique était identique. L'extermination par le travail. Une survivante se souvient plus tard. Nous restions assises aux machines à coudre jusqu'à ce que nos doigts saignent. On nous disait de coudre plus vite ou d'être remplacés. Remplacer signifiait la chambre à gaz, même si au début nous ne croyions pas qu'un tel endroit existait. La surpopulation fut immédiate. Le camp avait été construit pour 2000 personnes, mais en 1942, il en comptait plus de 10 000. L'hygiène s'est effondrée, le typhus et la dysenterie se sont rapidement propagés dans les blocs. Les SS ont requalifié ces horreurs en rationalité économique. Oswald Paul, chef du bureau économique principal des SS, a diffusé une directive. Il vaut mieux les laisser mourir à la tâche que de les entretenir improductifs. Cette politique, l'anéantissement par le travail, est devenue une doctrine officielle. Elle s'appliquait non seulement aux Juifs, mais aussi aux prisonniers de guerre soviétiques, aux Polonais, aux Roms, aux Espagnols et à d'innombrables autres. Les entreprises se sont associées avec empressement. Siemens a exigé des ouvrières venues de Ravensbrück. Messerschmitt a agrandi les tunnels souterrains à Mototozan. Krupp a demandé des prisonniers de Gross-Rosen pour les utiliser dans ses usines d'armement. Mais la contradiction persistait. Les entreprises voulaient de la productivité, les SS voulaient l'extermination. Le résultat, c'était une porte tournante. Les prisonniers travaillaient jusqu'à l'effondrement, puis étaient remplacés par de nouveaux convois. Un prisonnier tchèque à Gross-Rosen se souvenait, les machines s'arrêtaient parce que les hommes ne pouvaient plus lever les bras. Puis de nouveaux hommes arrivaient et le cycle recommençait. La vie quotidienne à cette époque était marquée par une cruauté extrême. À Mototozan, les prisonniers de guerre soviétiques étaient forcés de jouer à des jeux. Les gardiens les alignaient au bord de la carrière et criaient « Parachutistes, sautez !» Des hommes étaient poussés du haut de la falaise, leur corps se brisant sur les rochers en contrebas. À Ravensbrück, les femmes étaient soumises à des expériences. Des chirurgiens infectaient délibérément des plaies avec des bactéries pour tester des médicaments à base de soufre. D'autres perçaient les os pour simuler des blessures de champ de bataille. Les survivantes se sont ensuite appelées les canins-champs, les lapins. À Gross-Rosen, les gardiens organisaient des punitions en obligeant les prisonniers à porter des blocs de pierre en rond jusqu'à l'épuisement. Ceux qui tombaient étaient battus ou abattus. Ces actes n'étaient pas des exceptions, ils faisaient partie du quotidien. En 1942, la mortalité était devenue si extrême que des observateurs extérieurs commencèrent à s'en apercevoir. Des rapports parvinrent jusqu'en Suède, décrivant les expériences menées à Ravensbrück. La résistance polonaise fit passer clandestinement des informations sur les marches de la carrière de Mototozan. En Suisse, des rumeurs circulaient selon lesquelles les prisonniers de guerre soviétiques étaient systématiquement affamés, mais les responsables alliés rejetaient souvent ces récits. Le Foreign Office britannique nota, à la fin de 1942, que les rapports étaient difficiles à confirmer et semblaient exagérés. Le paradoxe était total. Les nazis pensaient que le secret était absolu. Les Alliés trouvaient la vérité incroyable. Entre ces erreurs d'appréciation, des centaines de milliers de personnes disparurent. L'afflux de prisonniers modifia aussi la psychologie des camps. Au début, la survie semblait liée au travail. Les prisonniers pensaient qu'en atteignant les quotas, ils pourraient vivre un jour de plus. Après 1941, cette illusion s'est dissipée. Un survivant soviétique de Mototozan a écrit dans ses mémoires « Nous ne rêvions plus de liberté, nous rêvions de pain ». Le travail ne signifiait pas la vie, le travail signifiait un jour de moins avant la mort. Même la solidarité est devenue fragile. Les Espagnols à Mototozan partageaient leur nourriture et murmuraient des chansons de Madrid. Les Polonais à Gross-Rosen ont formé des comités secrets. Les femmes de Ravensbrück échangeaient des lettres cachées dans le linge. Mais l'afflux de nouveaux arrivants, affamés et malades, a submergé ces réseaux fragiles.
À la fin de 1942, la mortalité dans l'ensemble des camps a explosé. Rien qu'à Mototozan, plus de 30 000 personnes avaient péri. Gross-Rosen a enregistré des chiffres similaires. Le nombre de morts à Ravensbrück augmentait à chaque transport, et pourtant les SS en demandaient toujours plus. Plus de prisonniers, plus de production, plus d'annihilation. Cette logique a atteint son paroxysme en janvier 1942 dans une villa de Wannsee, à Berlin. 15 responsables nazis se sont réunis pour coordonner la solution finale. À partir de ce moment-là, le réseau oublié des camps n'était plus une arme de répression. Cela faisait partie de l'Holocauste lui-même. La machine de la mort était sur le point de s'intensifier. 20 janvier 1942, Berlin. Lac de Han. Dans une villa surplombant un lac gelé, 15 fonctionnaires nazis se sont réunis autour d'une table polie. Le café a été servi, les cigares allumés. La réunion a duré à peine 90 minutes. Son issue déterminerait le sort de millions de personnes. Reinhard Heydrich, calme et précis, expose la solution finale de la question juive. Déportation, ségrégation, extermination. Le Reich avait déjà expérimenté les fusillades de masse à l'Est, la famine des prisonniers soviétiques, les camps de travail forcés. Désormais, ces méthodes allaient être réunies en un seul et même système. Les noms qui dominent la mémoire, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, sont issus directement de ce plan. Mais le réseau des soi-disant camps secondaires, des lieux comme Mototozan, Gross-Rosen, Ravensbrück et Neuengamme, a lui aussi été transformé par ces directives. Il ne s'agissait plus simplement de centres de punition. Ils sont devenus des machines d'extermination déguisées en camps de travail. Mototozan, 1942. La carrière est restée centrale, mais son rôle a changé. Les prisonniers étaient toujours conduits en haut des 186 marches de pierre, toujours obligés de porter des blocs jusqu'à leur effondrement. Mais maintenant, le camp a installé une petite chambre à gaz au sous-sol du crématorium. Au début, il était utilisé pour les débuts de l'armée soviétique, considéré comme impropre au travail. Plus tard, des Juifs déportés de Slovaquie, de Grèce et d'Italie arrivaient directement pour être gazés. L'hôpital du camp, surnommé amèrement la Révérée, est devenu un autre instrument de mise à mort. Les médecins injectaient du phénol dans le cœur des malades ou les laissaient mourir de faim sous prétexte de traitement. Les survivants se souvenaient du processus de sélection. Un simple regard du médecin, un signe de tête, et les condamnés étaient conduits à la chambre. Un prisonnier autrichien a témoigné plus tard. L'odeur nous disait ce qui s'était passé. Les cheminées parlaient quand les mots ne le pouvaient pas. Gross-Rosen, 1942 à 1943. Ici, l'expansion était incessante. La carrière dévorait des hommes le jour, tandis que les casernes se remplissaient à craquer la nuit. Mais le camp est également devenu un centre de distribution. Depuis Gross-Rosen, les prisonniers ont été envoyés dans près de 100 camps satellites, usines textiles et usines chimiques. Et les mines. Chaque site était mortel. Les détenus avaient surnommé un camp satellite le Moulin à os. Un autre, creusé dans des tunnels pour des pièces de fusée V2, était connu comme la tombe souterraine. Les officiers SS présentaient cela comme une rationalisation. Dans une directive de 1943, Oswald Paul écrivait « Chaque prisonnier doit être exploité jusqu'à la limite de l'endurance. Les inaptes doivent être éliminés sans dépenses inutiles. » La formulation était glaciale. La réalité, c'était la mort de masse. Ravensbrück, de 1942 à 1944. À mesure que les déportations s'accéléraient, le camp de femmes débordait largement de sa capacité. Des résistantes polonaises capturées après l'insurrection du ghetto de Varsovie. Des Françaises accusées d'avoir aidé la résistance. Des femmes juives venues de toute l'Europe, même des enfants. Les ateliers de couture tournaient jour et nuit, produisant des uniformes, des manteaux et des parachutes. Le travail était sans fin.
12, 14, parfois 16 heures. La malnutrition était chronique. Les gardiennes frappaient les femmes qui faiblissaient devant les machines. Mais l'aspect le plus tristement célèbre de Ravensbrück fut ses expériences. Un groupe de jeunes Polonaises, plus tard connues sous le nom des Lapins, furent sélectionnés pour des opérations. Des chirurgiens leur ouvraient les jambes, infectant volontairement les plaies avec des bactéries, insérant des éclats de verre ou de bois, ou retirant de l'os pour tester des techniques de greffe. Une survivante se souvient, nous marchions avec des béquilles, les bandages trempés de sang. Nous n'étions pas traités comme des femmes ni comme des êtres humains, mais comme des objets à tester. Peu ont survécu. Celles qui y sont parvenues ont gardé des cicatrices à vie. En 1944, alors que le nombre de détenus explosait, la SS fit construire une chambre à gaz près du crématorium. Des milliers de femmes y furent envoyées dans les derniers mois. À Hambourg, Neuengamme s'étendit pour devenir un vaste complexe de plus de 80 camps annexes. Les prisonniers creusaient l'argile pour fabriquer des briques, construisaient des abris pour sous-marins et assemblaient des modules d'avions. Les rations de famine et la discipline brutale ont tué des milliers de personnes. En avril 1945, alors que les Alliés approchaient, des milliers de prisonniers furent entassés sur des navires dans la baie de Lübeck. Des avions britanniques, ignorant qui se trouvait à bord, bombardèrent les navires. Presque tous périrent. Ce fut l'une des dernières tragédies du système concentrationnaire. En 1943, la contradiction au sein du système nazi atteignit son paroxysme. L'industrie allemande exigeait des résultats. Des entreprises comme Messerschmitt, Siemens et Krupp déposaient sans cesse des plaintes concernant la baisse de productivité. Les ouvriers, disait-il, étaient trop faibles pour atteindre les quotas. Un ingénieur de Messerschmitt a écrit « Les moteurs échouent à l'inspection. Les prisonniers s'effondrent sur les machines. C'est intenable. » La réponse des SS était glaçante de constance. Nouveau convoi. Les prisonniers étaient traités comme des unités de travail remplaçables, un tapis roulant de vies humaines. Un prisonnier tchèque à Gross Rosen l'a résumé simplement « Nous n'étions pas des hommes, nous étions des outils. » Des outils à briser, puis à jeter. À Mototozan, les matins commençaient par l'appel dans la cour glaciale. Les prisonniers restaient debout pendant des heures, parfois en guise de punition, parfois simplement parce que les gardiens choisissaient de compter et recompter. Ensuite venait la marche vers la carrière ou vers les tunnels. Travailler jusqu'au crépuscule, une louche de soupe claire, une croûte de pain, s'effondrait sur la paille, infestation de poux, chuchotement de désespoir. À Ravensbrück, les femmes travaillaient dans les ateliers de couture sous des lampes cruelles. Le rythme des machines était constant. Certaines sabotaient délibérément les coutures, une forme cachée de résistance. Si elles étaient prises, la punition était immédiate. Coup, transfert au bloc de punition ou sélection pour la chambre. À Gross-Rosen, le bruit, c'était la pierre. Les pioches résonnaient, les bottes crissaient, les cris des gardiens fusaient. Les hommes poussaient des chariots de granit jusqu'à s'effondrer sous le poids. Ceux qui tombaient trop souvent étaient abattus là où ils gisaient. Au-delà du travail, les camps devinrent des laboratoires de cruauté. À Mototozan, les prisonniers étaient forcés d'inhaler des gaz toxiques pour en étudier les effets. Les médecins notaient les résultats avec minutie, comme s'il s'agissait d'études médicales et non de meurtres. À Ravensbrück, des expériences de stérilisation visaient les femmes roms, les rayons X et les opérations chirurgicales laissant beaucoup d'entre elles mutilées. À Gross-Rosen, les gardiens utilisaient les prisonniers pour s'entraîner au maniement de la baïonnette, ou organisaient de fausses exécutions comme exercice d'entraînement. Ces atrocités n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient systématisées, documentées et intégrées à la machine de mort. Pourtant, même ici, des étincelles de défis subsistaient. À Mototozan, des prisonniers espagnols, menés par Franck Aubois, faisaient sortir clandestinement des négatives du laboratoire photo de la SS. Ces images serviraient plus tard de preuve lors des procès de Nuremberg. À Ravensbrück,
dans les ateliers de couture, des femmes affaiblissaient volontairement les coutures pour que les uniformes de la Wehrmacht se défassent sur le terrain. D'autres faisaient passer des messages cachés dans des paniers à linge, transmettant des informations au monde extérieur. À Grossrosen, des prisonniers formaient des groupes clandestins pour partager des restes de nourriture et préserver le moral. Un survivant se souvenait, une croûte partagée à 4, ce n'était pas grand-chose, mais c'était la preuve que nous étions encore humains. En 1943, la machine de mort était lancée à plein régime. Les camps à travers l'Europe occupée, célèbres ou oubliés, étaient tous synchronisés dans la Shoah. Les déportations s'intensifièrent. Le travail forcé et l'extermination ne faisaient plus qu'un. Mais alors que le système atteignait son apogée, la guerre elle-même bascula. Stalingrad était tombé. L'armée rouge avançait vers l'ouest. Les bombardiers alliés pilonnaient les villes allemandes. Les camps faisaient face à un nouveau dilemme. Fallait-il préserver les prisonniers pour maintenir la production ou les anéantir pour empêcher leur libération? Les SS, fidèles à eux-mêmes, poursuivirent les deux objectifs en même temps. Une contradiction impossible qui allait précipiter l'effondrement du système. Le chapitre suivant est l'histoire de cette contradiction et des illusions qui l'ont soutenu alors même que le Reich commençait à s'effondrer. 1944. Le cours de la guerre avait changé. À l'est, l'armée rouge a traversé l'Ukraine et est entrée en Pologne. À l'ouest, les troupes alliées avaient débarqué en Normandie. Des villes allemandes brûlaient sous les bombardements. Le Reich se rétrécissait. Et pourtant, paradoxalement, le système concentrationnaire s'est étendu. Mauthausen est devenu un vaste complexe de plus de 40 sous-camps. Grossrosen s'étendait à travers la Silésie, contrôlant près d'une centaine de camps. Ravensbrück débordait, accueillant des femmes déportées après l'insurrection de Varsovie. Neuengamme s'est transformé en un vaste réseau lié aux chantiers navals et aux usines d'armement. Pourquoi étendre alors que la défaite était imminente? La réponse résidait dans deux illusions concurrentes. Albert Speer, le ministre de l'armement d'Hitler, pressait Himmler et la SS de maximiser la production. Il soutenait que chaque prisonnier au travail représentait une balle de plus, un avion de plus, une arme de plus pour prolonger la guerre. Speer écrivait dans un mémorandum de 1944, « Sans travail forcé, notre industrie ne peut pas répondre aux exigences. » Il est essentiel de préserver les prisonniers pour un usage productif. Des usines étaient creusées profondément dans la montagne. Gusan II à Mauthausen devint un véritable labyrinthe de tunnels où les prisonniers assemblaient des moteurs d'avion dans une poussière suffocante. À Grossrosen, des usines textiles produisaient des uniformes sous la surveillance des gardes. Les ateliers de couture de Ravensbrück tournaient jour et nuit. Les femmes restaient penchées sur les machines jusqu'à ce que leurs doigts se fendent. La demande était sans fin. Les quotas augmentaient même quand les rations alimentaires diminuaient. Dans le même temps, Himmler poursuivait la politique opposée. Liquidation, il ordonna des massacres de masse, convaincu que l'éradication des Juifs, des Roms et des ennemis politiques garantirait la pureté raciale du Reich, même en cas de défaite. À Ravensbrück, une chambre à gaz a été construite au début de 1944. Des milliers de femmes, de Juifs, de Polonais, de résistants y étaient envoyés lorsqu'ils étaient jugés inaptes au travail. Mauthausen. La chambre à gaz longeait les marches de la carrière, complétant l'anéantissement par le travail par une extermination directe. Grossrosen augmenta également sa capacité de mise à mort lorsque les déportations en provenance de Hongrie amenèrent des dizaines de milliers de Juifs dans son orbite. La contradiction était flagrante. Préserver la main-d'œuvre ou la détruire. En pratique, la SS choisit les deux. Les prisonniers vivaient avec les conséquences de ces ordres contradictoires. Ils étaient forcés d'atteindre des quotas impossibles, puis punis. Quand l'effondrement rendait les quotas inatteignables. Un prisonnier tchèque à Grossrosen se souvenait, nous construisions des moteurs que nous étions trop faibles pour soulever. Nous laissions tomber des pièces et ils nous frappaient.
Il hurlait pour obtenir plus de production tout en affamant les hommes qui la réalisaient. À Ravensbrück, des femmes se souvenaient de s'évanouir devant leur machine à coudre. Les gardiens leur versaient de l'eau dessus, leur donnaient des gifles et leur ordonnaient de retourner au travail. Celles qui ne pouvaient pas continuer étaient envoyées à la chambre à gaz. À Mototozan, les prisonniers dans les tunnels respiraient une poussière de pierre si épaisse que respirer devenait une torture. Beaucoup s'effondraient, les poumons remplis de liquide. Pourtant, les gardiens criaient pour obtenir plus de production. L'industrie se plaignait sans cesse. Siemens suppliait d'avoir des ouvriers en meilleure santé. Messerschmitt avertissait que le sabotage et les erreurs augmentaient, mais la SS s'accrochait à sa politique d'anéantissement. De nouveaux convois arrivaient sans cesse, pour remplacer les morts. Au milieu de cette folie, les actes de résistance se multipliaient. À Mototozan, les prisonniers espagnols organisaient des comités secrets. Ils faisaient passer de la nourriture en contrebande, partageaient des informations et sabotaient la production. Les moteurs étaient limés jusqu'à devenir trop fins, les soudures restaient fragiles. Un prisonnier a témoigné plus tard, « Nous ne pouvions pas nous battre avec des fusils, mais nous nous battions avec nos mains, avec chaque pièce cassée que nous laissions derrière nous. » À Ravensbrück, les femmes ont mis au point des méthodes de résistance. Elles sabotaient les uniformes, cousaient des messages dans les vêtements et faisaient passer des lettres en contrebande dans le linge envoyé hors du camp. Dans le bloc médical, les « latins » polonaises, qui avaient survécu aux expériences, refusaient de se taire, documentant leurs blessures et témoignant les unes pour les autres. Même les plus petits gestes avaient du sens. Partager du pain, enseigner des chansons, murmurer des prières. Ces gestes maintenaient l'humanité dans un système conçu pour l'effacer. Au sein de la direction nazie, les contradictions s'accentuaient. Speer continuait d'exiger de l'efficacité. Himmler oscillait entre extermination et négociation. Il commença à sonder secrètement les puissances occidentales, imaginant que des camps remplis de prisonniers pourraient servir de levier diplomatique. En février 1945, Joseph Goebbels nota dans son journal « Les camps restent en ordre. L'ennemi ne découvrira pas toute la vérité. » Ces mots révèlent l'ultime illusion. Que les crimes pouvaient être dissimulés. Que le secret et la destruction empêcheraient toute responsabilité. Pour ceux derrière les barbelés, des rumeurs d'avancées alliées apportaient un espoir fragile. Certains murmuraient la libération, d'autres rejetaient cela comme un fantasme. Un survivant de Mototozan se souvenait « Nous pensions que la liberté était un conte de fées, mais nous le racontions quand même. » Croire en elle, c'était survivre une nuit de plus. À Ravensbrück, les femmes chantaient doucement en polonais et en français, des chants de résistance que les gardiens ne comprenaient pas toujours. À Grossrosen, les prisonniers gravaient des initiales dans les murs de la carrière, de minuscules inscriptions de leur existence. Même dans le désespoir, ils résistaient à l'anéantissement par la mémoire, par les mots, par le simple fait de survivre un jour de plus. À la fin de 1944, le Reich était acculé. L'armée rouge pénétra en Pologne, les Alliés franchirent le Rhin, les camps proches du front furent évacués, leurs prisonniers renvoyés vers l'ouest lors de marche de la mort. Mais Mototozan, Grossrosen, Ravensbrück et Neuengamme fonctionnaient encore. Leurs cheminées fumaient toujours, leurs carrières résonnaient encore, leurs ateliers de couture claquaient sans relâche. Les illusions contradictoires, le travail comme salut, l'anéantissement comme nécessité, tiraient le système dans des directions opposées. En réalité, les deux voies ne menaient qu'à l'effondrement. Le chapitre suivant révélerait le point de rupture, la liquidation des camps, le chaos des marches de la mort et les dernières semaines désespérées avant la libération. Janvier 1945. La neige recouvrait le paysage polonais lorsque l'armée rouge entra dans Auschwitz. Les soldats soviétiques découvrirent des entrepôts remplis de chaussures, des tas de cheveux humains, des fours encore chauds. Les images firent le tour du monde. Mais Auschwitz n'était pas le seul camp.
Plus à l'ouest, les complexes de Mototozan, Grossrosen, Ravensbrück et Neuengamme étaient encore en activité. Pour eux, le mot « libération » semblait encore bien lointain. La défaite de l'Allemagne était inévitable. Les villes étaient en ruine et le front s'effondrait. Et pourtant, les camps vécurent leurs semaines les plus meurtrières. Alors que les armées ennemies se rapprochaient, Himmler envoya des directives délibérément vagues. Évacuer les prisonniers, détruire les preuves. En pratique, cela signifiait des marches de la mort. Les SS commencèrent à vider les camps de l'Est et à déplacer les prisonniers vers le cœur du Reich. Des trains surchargés avançaient péniblement, arrêtés sans cesse par les bombardements ralliés. Beaucoup moururent avant même d'arriver à destination. Depuis Grossrosen, environ 40 000 hommes furent forcés de marcher en colonne pendant des jours dans la neige, sans nourriture ni eau. Ceux qui tombaient étaient exécutés sur le bord de la route. Un survivant a écrit plus tard, la route était jonchée de corps. Chaque pas était une sépulture. Depuis Ravensbrück, des milliers de femmes furent forcées de marcher vers le nord de l'Allemagne. Certaines reçurent du pain de la part de paysans qui défiaient les SS. D'autres furent repoussées avec crainte, ou avec indifférence. En Autriche, Mototozan devint une destination finale de dernier recours. Des convois arrivaient d'autres camps évacués. Auschwitz, Grossrosen et Sachsenhausen, le complexe déjà surpeuplé, débordait. Des baraquements prévus pour 300 hommes en contenaient plus de 1000. La faim devint absolue. Les malades gisaient à même le sol, grouillant de poux. Sans médicaments, les latrines débordaient, propageant le typhus. Le commandant France Siré continuait de donner des ordres, mais la discipline s'effondrait. Certains gardiens désertaient, d'autres devenaient encore plus brutaux, frappant les prisonniers par frustration face à la défaite imminente. En avril 1945, un convoi de juifs hongrois fut envoyé directement à la chambre à gaz. Malgré l'effondrement militaire, les tueries continuaient. Début avril, le camp des femmes comptait plus de 40 000 prisonnières, dont beaucoup venaient d'arriver après les évacuations. La faim était si extrême que certaines femmes mangeaient de l'herbe et de l'écorce d'arbres. La chambre à gaz fonctionnait presque tous les jours. Un gardien a plus tard témoigné au tribunal que les ordres étaient clairs, réduire la population avant l'arrivée de l'ennemi. Le 30 avril, la SS abandonna le camp. Lorsque l'armée rouge entra le 2 mai, elle trouva des milliers de femmes encore vivantes, debout parmi les morts. En février 1945, la SS évacua le camp principal. Les carrières se sont tues, mais les marches ont coûté la vie à des milliers de personnes. De nombreux prisonniers furent envoyés à Dachau et Buchenwald pour affronter de nouvelles marches quelques semaines plus tard. Le camp était vide lorsque les Soviétiques arrivèrent en mai. Les registres faisaient état de plus de 40 000 morts. Entre janvier et mai 1945, des centaines de milliers de prisonniers furent poussés vers l'intérieur du Reich. Certains ont survécu grâce à des villageois qui leur jetaient du pain en secret. D'autres furent abattus en masse le long des routes, a écrit un témoin allemand dans son journal. Une colonne sans fin d'ombre passait. Leurs yeux étaient enfoncés, leurs pieds saignaient. L'air sentait la mort, bien qu'ils respirassent encore. Pour les prisonniers, chaque pas était synonyme d'incertitude. La faim viendrait-elle dans un fossé, dans une grange de fortune, dans un autre camp, encore plus surpeuplé? Le 3 mai, les gardiens commencèrent à fuir. Le 5, les chars de la 11e division blindée américaine apparurent sur la colline. Les survivants, squelettiques, se précipitèrent vers les soldats. Certains brandissaient des banderoles faites de drap. « Bienvenue, libérateur », écrivit un soldat à sa famille. « Je croyais avoir tout vu pendant la guerre. Puis j'ai vu Mototozan, des hommes qui ressemblaient à des squelettes s'avancer vers nous, les larmes aux yeux. » Le crématorium était encore chaud. Des tiles de corps gisaient, non enterrés.
Dans les tunnels de Busan, des centaines de cadavres étaient entassés. À la fin de la guerre, les silhouettes émergèrent lentement. Mototozan et ses camps annexes. Environ 200 000 prisonniers, plus de 90 000 morts. Grossrosen, au moins 40 000 morts. Ravensbrück, environ 30 000. Neuengamme, 42 000. Chaque chiffre cache une histoire, une famille brisée, un nom perdu. Les illusions du commandement nazi se sont effondrées au cours de ces dernières semaines. Speer a ensuite admis à Nuremberg qu'il avait cru que la production pouvait sauver l'Allemagne, mais la production s'effondrait parce que les ouvriers mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient construire. Himmler a tenté de négocier avec les Alliés, proposant de libérer des prisonniers comme monnaie d'échange. Ces propositions ont été rejetées. Goebbels, jusqu'au bout, écrivait dans son journal que l'ennemi ne connaîtrait jamais toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Mais les fours fumaient encore. Les témoignages des survivants parlaient plus fort que n'importe quel secret. Pour les prisonniers, les derniers mois furent un véritable enfer. Mais ils ont aussi marqué l'effondrement de la machine nazie. Les marches destinées à dissimuler les preuves n'ont fait que multiplier les témoins. Les évacuations censées imposer l'ordre n'ont créé que le chaos, et la détermination à tuer jusqu'au dernier jour a révélé l'ampleur du fanatisme. Lorsque les chars alliés ont franchi les portes de Mototozan, Ravensbrück et Neuengamme, le système était déjà brisé. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas de la discipline, mais des ruines. Pas un empire, mais des cimetières. Le chapitre suivant ne s'attardera pas sur l'horreur elle-même. Mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Libération, silence et mémoire inégale de ces camps oubliés. Mais 1945. La guerre en Europe était terminée. Les armes se turent. Mais dans les camps, le silence qui a suivi la libération ne signifiait pas l'oubli. C'était un silence compliqué. Incrédulité, traumatisme, politique. Lorsque les soldats alliés entrèrent à Mototozan, Ravensbrück, Grossrosen et Neuengamme, la réaction fut toujours la même. Choc. Un soldat américain a écrit après avoir vu Mototozan, « Il n'y a pas un mot en anglais qui puisse décrire ce que j'ai vu. » Même l'enfer ne suffit pas. Les soviétiques, arrivés à Ravensbrück le 2 mai, trouvèrent des milliers de femmes émaciées debout parmi les cadavres. À Neuengamme, les Britanniques découvrirent des baraquements remplis de corps non enterrés. À Grossrosen, les Soviétiques trouvèrent des carrières vides, des documents brûlés et les squelettes d'hommes qui n'avaient pas survécu aux marches. Les premiers ordres furent improvisés. Distribuer du pain, du lait et du chocolat. Cependant, de nombreux prisonniers étaient incapables de digérer une nourriture normale. Des dizaines sont morts en essayant de manger tout d'un coup après des années de famine. Les médecins militaires installèrent des hôpitaux de campagne, mais l'ampleur de la situation dépassait tout plan. Des dizaines de milliers de personnes étaient atteintes du typhus, de la dysenterie et de la tuberculose. Les survivants essayaient de parler, mais beaucoup de soldats ne pouvaient pas comprendre. Certains pensaient que les prisonniers exagéraient. D'autres refusaient d'écouter, incapables de saisir l'ampleur de la situation. Une femme libérée de Ravensbrück écrira plus tard « Nous voulions le raconter, mais les mots semblaient inutiles. » Comment expliquer l'odeur, les regards, l'absence? Malgré tout, on commença à rassembler des documents. Les Espagnols de Mototozan remirent les photographies qu'ils avaient cachées. Des journaux intimes et des dessins secrets refirent surface dans les baraquements. Ces preuves allaient être décisives lors des procès de Nuremberg. En 1946, les Alliés jugèrent les principaux dirigeants nazis à Nuremberg. Là-bas, on parla beaucoup d'Auschwitz, de Dachau et de Buchenwald. Mototozan fut mentionné dans certaines audiences. Grossrosen, Ravensbrück et Neuengamme, beaucoup moins. Des procès spécifiques concernant Mototozan eurent lieu à Dachau. Le commandant Franz Ihre lui-même fut capturé et mourut peu après sous la garde des Américains.
Des gardiens et des médecins furent condamnés, certains à la peine de mort. À Ravensbrück, un procès britannique à Hambourg condamna plusieurs gardiens, dont des fans de la SS. Ce fut l'un des rares procès à révéler le rôle des femmes dans la machine de terreur. Mais tout le monde n'a pas été puni. De nombreux gardiens issus de petits sous-camps sont retournés à la vie civile sans conséquence. L'immensité même du système rendait difficile la poursuite de chaque coupable. Après la guerre, tous les camps n'ont pas été commémorés de la même manière. Auschwitz, Dachau et Treblinka sont devenus des symboles immédiats, mais Mauthausen, Gross-Rosen et Ravensbrück sont restés dans l'ombre. Les raisons étaient multiples. Sur le plan géographique, Auschwitz se trouvait en Pologne, le lieu des plus grandes déportations de Juifs. Dachau et Buchenwald étaient en Allemagne, proches des zones occupées par les Américains et largement filmées. Mauthausen et Gross-Rosen, situés plus à l'est, sont finalement passés sous contrôle soviétique et leurs histoires ont moins circulé en Occident. Auschwitz, avec ses chambres à gaz industrielles, offrait une image claire de l'extermination planifiée. Les camps relevant de la politique d'extermination par le travail étaient plus compliqués à expliquer. La mort ne survenait pas toujours dans des chambres, mais sous forme de faim, de froid et d'épuisement. Les prisonniers espagnols de Mauthausen sont revenus dans une Espagne sous Franco, où leur témoignage a été réduit au silence. Les fans de Ravensbrück ont mis des décennies à être reconnus, en partie à cause des préjugés de genre dans l'historiographie. Les survivants soviétiques libérés de Gross-Rosen étaient souvent traités avec suspicion en URSS, accusés de collaboration, simplement pour avoir survécu à la captivité. Beaucoup de survivants sont restés silencieux pendant des années. Le traumatisme était trop profond et le monde trop indifférent. Une fan de Ravensbrück a déclaré lors d'une interview dans les années 1960 « Quand je suis rentré chez moi, on m'a dit d'arrêter d'en parler. Qu'il fallait continuer à vivre, mais je sentais encore l'odeur de la chambre à gaz dans mes rêves. » Certains n'ont jamais réussi à raconter leur histoire. D'autres ont écrit leur mémoire des décennies plus tard, lorsque le climat politique a changé. Dans les années 1970 et 1980, les associations d'anciens prisonniers ont encouragé les commémorations. Le site de Mauthausen a ouvert en 1949, son musée en 1975. Des historiens polonais ont étudié Gross-Rosen à partir des années 1970. Sa carrière est aujourd'hui un musée. En Pologne, des historiens locaux ont commencé à étudier Gross-Rosen dans les années 1970. Le site, en ruine, a été lentement restauré. Aujourd'hui, la carrière silencieuse est un musée et un lieu de mémoire. Ravensbrück est resté sous contrôle est-allemand jusqu'en 1989. Un mémorial socialiste y a été érigé, centré sur la résistance antifasciste. Après la réunification allemande, le récit s'est élargi pour inclure toutes les victimes, y compris les femmes juives et celles soumises à des expériences médicales. Nohagan est venu encore plus tard. Il n'est devenu un mémorial que dans les années 2000. Le résultat est un paradoxe. Les camps les plus meurtriers après Auschwitz sont restés les moins connus. Ce manque d'attention n'était pas dû à une horreur moindre, mais à la politique, à la difficulté de raconter la mort par le travail et à la tendance de la mémoire collective à s'accrocher à quelques symboles. Un survivant espagnol de Mauthausen l'a exprimé ainsi: « Si l'on ne se souvient que d'Auschwitz, on meurt une seconde fois. Parce qu'il y a eu ici aussi de l'extermination. L'enfer aussi, ici. Quand les fours se sont tus et que les barbelés ont rouillé, une question centrale est restée. Comment se souvient-on ? Le XXe siècle a choisi des noms précis: Auschwitz, Dachau, Treblinka comme emblème de la Shoah. Et ils le sont, sans aucun doute. Mais les camps que nous avons évoqués ici, Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück, Nohagan, n'étaient pas secondaires. Ils étaient des éléments essentiels de la machine nazie.
leur invisibilité ultérieure révèle quelque chose de dérangeant. La mémoire n'est pas un miroir fidèle, mais une carte dessinée avec la politique, la géographie et le récit. Les camps de travail jusqu'à la mort étaient plus difficiles à représenter. Il n'y avait pas une seule chambre à gaz pour tout symboliser, mais des milliers de petits actes d'extermination quotidiens. L'escalier de pierre, l'aiguille d'une machine à coudre, la poussière dans les tunnels. Et pourtant, ces morts ne sont pas moins significatives. 90 000 à Mototozan, 40 000 à Grossrosen, 30 000 à Ravensbrück, 42 000 à Neuengamme. Chaque chiffre représente une ville entière effacée. La leçon est claire. La brutalité n'a pas besoin de grands gestes pour être totale. Parfois, elle se cache derrière la routine, le travail et la bureaucratie. Les nazis confondaient idéologie et stratégie, extermination et efficacité. Leur illusion les a poussés à détruire non seulement leurs ennemis, mais aussi la main-d'œuvre qui soutenait leur propre guerre. Pour les prisonniers, la leçon était différente. Même dans les ténèbres les plus profondes, de petits gestes pouvaient défier le dessein du bourreau. Partager du pain, chanter doucement, graver un nom sur un mur. Des actes qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui aujourd'hui nous permettent d'entendre leur voix. Visiter Mototozan aujourd'hui, c'est gravir l'escalier de pierre. Chaque marche rappelle ceux qui transportaient des blocs de granit jusqu'à l'effondrement. À Ravensbrück, les baraquements restaurés montrent des machines à coudre qui fabriquaient des uniformes, mais cachaient aussi des messages de résistance. À Grossrosen, le silence de la carrière en dit plus long que n'importe quel document. Un survivant a résumé ainsi le devoir de mémoire. Ils voulaient que nous disparaissions. Ils ont échoué. Chaque fois que quelqu'un prononce notre nom, nous triomphons de l'oubli. Le titre de cette histoire dit tout. Les camps nazis les plus horribles dont vous n'avez jamais entendu parler. Le fait que nous ne nous en souvenions pas aussi vivement qu'Auschwitz ne diminue en rien l'horreur qui s'y est déroulée. Au contraire, cela nous oblige à élargir notre mémoire, à inclure chaque lieu où l'humanité a été mise à l'épreuve et détruite. Ce souvenir n'est pas passif. C'est une forme de résistance, car ce qui a été possible une fois peut être tenté à nouveau si l'on laisse le silence et l'oubli s'installer. Au final, la leçon la plus difficile est celle-ci. Le mal absolu peut prospérer dans la routine, l'indifférence, la bureaucratie. Et seule la mémoire, entretenue rigoureusement et sans compromis, peut empêcher le retour de ces routines. L'histoire de Mototozan, Grossrosen, Ravensbrück et Neuengamme n'est pas une note de bas de page. C'est tout un chapitre. Un chapitre qui doit être raconté à voix haute, car chaque nom oublié est une défaite pour la mémoire, et chaque souvenir retrouvé est une victoire sur le silence. Si cette histoire vous a touché, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires fortes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous adorons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.